Alors, moi, je vous dis la chose suivante. C'est-à-dire que ce rapport du vérificateur général, qui est qualifié de rapport définitif, n'est pas un rapport définitif. Parce que il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Beaucoup de choses qui se sont passées qu'il faudrait chercher à comprendre. Et moi, je vais au-delà de ce rapport pour me fixer uniquement sur un aspect qui concerne les 9 milliards et quelques qui sont censés être des frais d'approche. On a dit que le diable c'est dans les détails, mais tout le problème de ce dossier repose dans ces 9 milliards. C'est dans ces 9 milliards qu'il faut chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est réellement passé. Parce que il y a un montant du faux qui a été porté sur le budget de l'État avec la complicité des plus hauts responsables de nos pays pour faire des bunkers, pour faire autre chose. Il faut chercher à comprendre où sont partis ces 9 milliards parce que ce n'est pas des frais d'approche. Et je suis certain que le vérificateur n'a pas pu aller au bout de son enquête parce qu'on lui a opposé le secret de défense. Secret de défense, pourquoi on nous parle de secret de défense maintenant? Quand on se réunissait pour prendre des voyous et des surfactureurs, des pilleurs de notre économie, quand on les prenait pour leur passer le marché, est-ce qu'on a pensé à secret d'État à l'époque là? Est-ce qu'on va prendre nos fonds pour les confier à des voyous? Est-ce qu'il y a une enquête de moralité avant de passer le marché avec ces gens-là qui se sont révélés être des criminels à col blanc? Donc, qu'on ne parle pas de secret de défense maintenant, qu'on aille jusqu'au bout et qu'on justifie les 9 milliards. Moi, c'est ce que je souhaite d'abord comprendre par rapport au dossier des vérificateurs généraux. Tout le reste là. Mais monsieur Touré, oui. Monsieur Touré, excusez-moi de vous couper la parole, monsieur Touré. Je pense que le rapport du vérificateur général fournit en annexe le mandat de la présidence de la République qui mandatait la société Gostar à ce que lui soit attribué le marché d'armement. Donc, je ne sais pas si le président de la République ou la présidence l'a fait, c'est que quelque part, M. Kanyasi avait une bonne moralité et c'était M. Anki, le gouvernement malien pouvait avoir confiance. Bonne moralité. Et revenons maintenant au résultat. Le résultat, c'est quoi? Ce n'est pas des surfacturations qui ont été dénoncées par le Fonds monétaire international. Alors moi, je prends le problème par les résultats. Moi, je ne parle pas de Kanyasi, je ne parle pas d'autre chose. Moi, je parle des agents à qui les marchés ont été confiés. Ça peut être lui, ça peut être quelqu'un d'autre. Je ne prononce pas de nom. Mais je dis tout simplement que les 9 milliards ont été portés 2 fois. Ça, c'est faux, usage de faux à la présidente de la République. Donc, il faudrait que cela soit très clair, qu'on le tire au clair, qu'on nous dise exactement où sont partis ces 9 milliards qui n'ont rien à voir avec cette histoire de surfacturation et autres là. Ça, c'est autre chose. C'est autre chose là, tant qu'on n'éclaircit pas ça, ce rapport est un rapport pour moi provisoire. Il faudrait que le vérificateur aille jusqu'au bout de sa logique et qu'on lui donne les moyens de traquer où sont partis cet argent qui a été détourné, comment il est sorti du Mali pour aller être planqué dans les paradis fiscaux. Donc, à mon avis, il faudrait donc avoir des opportunités, les moyens d'enquêter et de chercher à comprendre ce qu'il y a. Voilà ce que je peux dire par rapport à la question. Oui, il y a eu des mandats présidentiels ou des lettres présidentielles. Oui, ça, c'est leur affaire là. Mais le problème, c'est quoi? C'est que des fonds sont sortis. Il faudrait qu'on sache où est-ce qu'ils sont. Maintenant, quand j'entends dire un ministre des Finances dire qu'aucun argent n'est sorti du budget de l'État, ok, très bien. Vous donnez une garantie à quelqu'un pour lui dire prenez tout ce que vous voulez. Si la personne sort de l'argent, on peut dire que ce n'est pas sorti du budget de l'État. On nous prend pour des deux-cibles là. Donc voilà la situation. Moi, ce que je cherche dans un premier temps, il faudrait qu'on sache où sont partis les 9 milliards, les frais d'approche là qui sont des faux frais d'approche, où est parti cet argent? D'accord, Monsieur Touré. Monsieur Touré, je pense que nous allons rebondir sur une autre question qui est quand même très pertinente. Nous avons tous vu, constaté et remarqué qu'il y a eu des chèques aussi qui ont été fournis en annexe dans le rapport, qui ont été émis à l'ordre d'un certain Boiré, qui se trouve être, d'après les infos, le beau-frère de l'actuel ministre de l'économie et des finances, Mme Boiré Félix Sissoko. D'où viennent ces chèques? Ces chèques proviennent tout simplement d'une vaste opération d'escroquerie organisée par la présidence, le ministère des Finances, par tous les acteurs qui ont été cités dans ce dossier. Et ce chèque a été vu par le vérificateur général
Il a publié. Je sais que par ailleurs, il y a des gens qui sont en train de dire pourquoi on publie un chèque. Moi, je me félicite qu'on ait vu ce chèque. Il a été déposé. Et regardez les dates de retrait de ces chèques. L'argent liquide qui sort comme ça de cette manière-là, ça c'est des criminels. On ne peut pas avoir un pays comme ça, avoir des accusations graves comme ça, et les intéressés restent encore en fonction. Tous ceux qui ont participé à cet exercice devraient être démis de leurs fonctions pour se mettre à la disposition de la justice. Donc ces chèques-là sont de... Il faut rappeler à nos auditeurs, Monsieur Touré, est-ce que vous pouvez rappeler à nos auditeurs le montant exact de ces chèques? Parce que c'est un montant qui est astronomique. Les montants, on a 500 millions d'un côté, 300 millions de l'autre, 200 millions. Mais c'est plus, ça plus de milliards. C'est-à-dire, comprenez seulement que plus de milliards CFA sont sortis, donnés à n'importe qui. Nos fonds sont sortis pour être donnés à n'importe qui, pour aller faire n'importe quoi avec. Et surtout pour acheter des maisons et autres là, à gauche, à droite. Mais, et puis, les Maliens n'aiment pas parler. Les Maliens disent que si je dis ça, il y a ceci, cela. Mais donc, tout le monde sait ce qui s'est passé. Mais la honte totale, c'est quoi? C'est que c'est le FMI qui nous demande maintenant de fournir la liste des coupables. Pourquoi on est en train de traîner avant de dire c'est qui, c'est ci, c'est cela? Donc, à mon avis, il faudrait être très, très près du dossier et se dire que l'argent est sorti. Nous avons pour une fois le nom de quelqu'un, parce que les autres cas, on n'en parle pas du tout. Il y a des cas plus graves que ça. On n'en parle pas du tout. Donc, il faudrait aller jusqu'au fond des choses. Et ensuite, moi, je sais que le vérificateur a fait son rapport. Il sait que le vérificateur est en train de trembler dans son bureau parce qu'il ne sait pas qu'est-ce que la justice va réserver à son dossier. Quel est le sort que la justice va réserver à son dossier. Il n'en sait rien du tout. Parce qu'il a des expériences antérieures. Et donc, cette justice doit pouvoir débroussailler. Et quelle justice nous avons? Une justice dans laquelle les magistrats sont en train de s'insulter. Ils passent plus de temps à s'insulter qu'à rendre la justice. Ça, c'est la vérité. Tantôt, on insulte le ministre de la Justice. Mais M. Touré, oui. M. Touré, on peut quand même faire confiance au président de la République parce qu'il a décrété que l'année 2014 est l'année de la lutte contre la corruption, même si nous sommes en fin d'année, mais nous estimons que ça va continuer. Confiance. Quelle confiance à quel président? D'abord, moi, j'ai dit une chose. Le président, il a été élu pour 5 ans. Il a fait une année, il lui reste 4 ans, il fera ses 4 ans. Mais, je ne peux pas lui faire confiance. Pourquoi? Parce que quand il est arrivé au pouvoir, il a dit il ne faut pas clochardiser la fonction de ministre. Il ne faut pas clochardiser la fonction de président. Et de ce fait, ils se sont mis à acheter du n'importe quoi. Chaque ministre est en train de refaire son bâtiment, en train de faire son bureau, en train de voyager à tout bout de champ. C'est-à-dire que c'est des super hommes. Ils sont au-dessus de tous. Ils sont en train de prendre des deux mains. Alors moi, j'ai dit, la confiance là, elle s'acquiert. Il faudrait que nous voyons. Parce que moi, aujourd'hui, j'ai la tête basse. Parce que je ne peux même plus me promener ici à Montréal. On vous demande où sont partis l'avion, où sont les surfacturations, qu'est-ce que vous faites dans votre pays? On est en train de jeter notre figure par terre. Je ne peux pas faire confiance à un président de ce genre. Je ne suis pas contre lui, mais je ne peux pas lui faire confiance parce qu'il n'a pas montré le bon chemin. Et ensuite, il n'y a aucun acte concret qui soit posé depuis que la... Monsieur Touré, nous allons faire la transition avec une question du Grand Saxe. Sa Majesté le Grand Saxe qui relaie l'émission directement sur la FM à Bamako, qui nous demande quelle est la position de la... Bon, on va d'abord commencer par l'image, parce que lui, il s'inquiète beaucoup de l'image que le Mali reflète à l'étranger. Quelle est l'image du Mali à l'étranger? Vous qui êtes au Canada, vous qui êtes au cœur des événements, est-ce que l'image du Mali est ternie à l'extérieur ou qu'en est-il de l'image du Mali? Il y a 3 jours, j'étais avec un parlementaire canadien. Je nomme pas son nom. On discute de beaucoup de choses, de rien du tout, et il me demande, mais quelle est cette affaire d'avion? Quelle est cette affaire de surfacturation? Mais le Mali n'a plus d'image, là. Quand le président prend son avion et va quelque part, j'ai honte parce qu'on le regarde. Avec ça, c'est un problème. Le Mali n'a plus d'image à peaufiner au niveau extérieur. La seule possibilité que nous avons, ce sera peut-être de confier ce dossier à la justice, que des coupables soient désignés et que les sanctions soient effectivement appliquées et qu'on monte patte blanche, qu'on nous dise que voilà, nous avons maintenant cessé d'arrêter. Mais Youssouf, je te dis autre chose. Ça, c'est quelques 2 contrats qui ont été audités par le vérificateur général. Je t'assure que si on audite les différents contrats qui ont été passés au niveau des différents ministères, les dizaines de contrats,
totalisant plusieurs milliards de CFA. Si on fait l'audit de cela, on va découvrir plus grave que ce qu'on a déjà entendu. Donc, il faudrait que les gens soient conscients que ce qu'ils font à l'intérieur du Mali se réjaillit sur l'extérieur. Nous, on ne peut plus rien dire ici. On a la tête basse. Il faudrait que cette étape-là soit franchie. Et j'ai l'intention, moi, de porter plainte parce que il ne faudrait pas qu'on continue de nous trimballer de cette manière-là. De grâce qu'on arrête de gérer les affaires en amateur. Il faut qu'on aille en professionnel. Et je donne souvent un exemple d'un patron de département ministériel qui va dans une salle de réunion en retard et qui dit que lui, il se sent plus à l'aise en anglais qu'en français. Et il veut faire la réunion en anglais avec des gens qui ne parlent pas anglais. C'est de l'amateurisme dans tous les niveaux. Donc il faudrait que cela soit su. Oui, pour répondre à ta question, l'image extérieure du Mali, en tout cas du point de vue gestion financière, est exécrable. Oui, vous venez de dire que vous comptez porter plainte. Vous voulez porter plainte contre qui, M. Ndaga? Moi, je vais porter plainte en tant que Malien. Je vais porter contre les auteurs qui auront été reconnus coupables d'avoir fait cette facturation. Je vais porter plainte parce qu'il faut qu'ils payent l'argent qu'ils ont détourné. Il faut qu'ils payent des dommages-intérêts. Il faut que je s'assure qu'ils n'ont pas vendu nos secrets d'État à d'autres voyous comme eux. Donc moi, je vais faire cette plainte-là. On m'a dit, en tant que personne seule, vous ne pouvez pas faire une organisation. Je me suis mis en rapport avec d'autres organisations de jeunes et cette plainte-là, je la déposerai. Ça, c'est vrai. Et je pense que vous me tendez la perche pour que je puisse faire une transition. Est-ce que vous pensez qu'il y aura des suites judiciaires par rapport au rapport du Bureau des vérificateurs généraux et de la Cour suprême par le biais de sa section administrative? Il y aura une suite judiciaire, mais tout le problème, c'est quelle sorte de suite judiciaire on va avoir. Parce qu'une suite judiciaire, c'est prononcer des non-lieux. Une suite judiciaire, c'est prononcer des condamnations. Et donc, moi, je veux savoir quel va être le verdict des différentes juridictions pour voir si on a relâché des criminels. Pour voir s'il y a des gens qui sont parvenus à se frayer des chemins à travers les mailles de la justice. Donc, il y aura, oui, une suite judiciaire parce que le gouvernement s'est promis à cela. Mais quelle suite judiciaire? Et là, nous sommes en éveil parce que j'ai entendu que ceux qui sont accusés d'avoir détourné disent qu'ils vont porter plainte. Allons-y, plainte contre plainte, on verra bien. Donc, on verra bien la justice. Donc, moi, pour répondre à ta question, oui, il y aura une suite judiciaire, mais laquelle, je ne sais pas encore.